Bonjour à tous. Notre nouvelle vidéo va porter sur la résistance bactérienne aux antibiotiques. Alors la résistance bactérienne aux antibiotiques, en fait, c'est un problème de santé publique. Pourquoi c'est un problème de santé publique? Parce que d'année en année, de jour en jour, on a l'émergence de nouvelles souches bactériennes qui résistent de plus en plus aux antibiotiques usuels. Je pense notamment à certains fléaux en intra-hospitalier comme le Staphylococcus aureus résistant à la méticilline. Je pense aux entérobactéries sécrétrices de bêta-lactamase à spectre élargi. Je pense également au Pseudomonas aeruginosa qui est probablement la bactérie la plus résistante, notamment à la colistine. Donc ces trois familles de bactéries, et bien sûr la Cinetobacter qu'on ne va pas oublier, donc ces trois ou quatre familles de bactéries finalement représentent le fléau dans notre société en matière de résistance bactérienne aux antibiotiques. Alors qu'est-ce qui a fait que nous avons cette émergence de résistance aux antibiotiques? La première chose, c'est évidemment la prescription ou la prise abusive d'antibiotiques, que ce soit donc par prescription par un médecin ou en automédication, notamment dans notre pays. On a également, euh, on a également la pression de sélection, donc de plus en plus de bactéries sont en contact avec des antibiotiques et donc ils vont développer des mutations qui vont leur permettre de résister de génération en génération. Et on a également l'utilisation des antibiotiques dans l'industrie et surtout dans l'agriculture et notamment quand on donne à manger aux bovins ou aux poulets du blé ou des OGM qui contiennent en fait des antibiotiques, ben finalement les bactéries de la flore intestinale de ces animaux vont être résistantes aux antibiotiques, ils vont se disséminer dans la nature et vont transmettre leur résistance par les différents moyens qu'on a étudiés dans le cours de la génétique bactérienne, que ce soit par plasmide ou par transposon ou autre. Donc finalement, il y a plein de facteurs qui ont entraîné cette vague, cette déferlante de résistance aux antibiotiques. Et donc aujourd'hui, on va voir les différents mécanismes qui sont utilisés par ces bactéries pour être résistantes aux antibiotiques. Alors on va commencer par une petite introduction, on va parler de l'origine génétique de la résistance aux antibiotiques, les différents mécanismes de résistance, on va voir chaque famille d'antibiotiques et ses différents mécanismes, et enfin les résistances propres aux mycobactéries. Alors, la résistance bactérienne aux antibiotiques est en fait divisée en deux. On a d'abord la résistance naturelle, c'est-à-dire que la bactérie est naturellement résistante à un antibiotique. C'est une résistance spécifique d'une famille ou d'une espèce de bactérie selon sa structure ou selon, par exemple, la présence ou pas de la cible de cet antibiotique. On a ensuite la résistance dite acquise. Alors ça, c'est une résistance qui est de novo, donc acquise par des phénomènes génétiques, souvent par pression de sélection. Alors je rappelle que la pression de sélection, en fait, c'est quand plusieurs bactéries sont finalement agressées par un antibiotique. Certaines vont mourir et d'autres vont acquérir une résistance qu'elles vont transmettre à d'autres bactéries. Et donc cette résistance va se poursuivre tant que c'est-à-dire que tant que cette agression aux antibiotiques est présente, cette résistance va continuer à se propager pour que la bactérie en fait puisse se reproduire et puisse prospérer un petit peu comme l'être humain quand il a évolué avec le temps selon son environnement. Donc la résistance acquise, elle est acquise justement par des phénomènes génétiques, la plupart du temps par mutation ou parfois par transmission génétique, par plasmide, par transposon, par conjugaison, par transformation ou peu importe. Donc résistance naturelle, elle est spécifique d'une famille ou d'une espèce de bactérie et donc elle est constitutive, hein, c'est-à-dire qu'une bactérie sera toujours résistante à cause de sa structure ou de la présence ou de l'absence de la cible de cet antibiotique, et la résistance acquise de nouveau par des phénomènes génétiques par pression de sélection. Alors, quelles sont les caractéristiques de la résistance bactérienne aux antibiotiques? Alors, c'est une émergence rapide, à peu près un an après la première prescription de l'antibiotique. On a vu ça lors de l'apparition des pénicillines G, par exemple, ou dès 2 ou 3 ans après la première prescription de pénicilline G, on a commencé à voir des Staphylococcus aureus qui sont résistants à la pénicilline G par sécrétion de pénicillinase. La fréquence, donc, elle est en augmentation rapide, c'est-à-dire que le nombre de bactéries résistantes va augmenter très rapidement du fait de la pression de sélection évidemment. Donc plus on prescrit des antibiotiques, plus on aura une pression de sélection et plus le nombre de bactéries résistantes, que ce soit de novo ou par transmission, va augmenter.
Elle est transférable, pardon, donc soit par des plasmides, des transposons, par conjugaison ou par transformation. Il existe une diffusion épidémique dans la population, notamment à cause de notre flore bactérienne qui contient en fait des bactéries. Certaines d'entre elles sont résistantes, d'autres non. Mais si on a une augmentation de la fréquence des bactéries qui sont multirésistantes, eh bien, elles peuvent faire partie maintenant de notre flore, notamment de notre flore intestinale concernant les entérobactéries. Et ça peut entraîner une grave diffusion de ce fléau, notamment dans l'environnement, que ce soit par les selles ou par contamination orofécale. Et enfin, elle est additive, c'est-à-dire que quand on a par exemple une résistance à la pénicilline, on aura très probablement une résistance croisée aux céphalosporines. Et donc, c'est ce qu'on appelle le phénomène de multirésistance. Et ça se voit notamment chez les bactéries qu'on retrouve en intra-hospitalier, qui sont responsables donc d'infections dites nosocomiales. Et on voit ça dans trois grandes familles de bactéries. On a les entérobactéries sécrétrices de bêta-lactamase à spectre élargi. On a le staphylococcus résistant à la méticilline. Et on a le couple Pseudomonas et Acinetobacter, qui sont tous trois en fait responsables d'infections nosocomiales très graves en intra-hospitalier. Donc les caractéristiques de la résistance antibiotique sont au nombre de 5. On a l'émergence rapide, à peu près en moyenne 1 an après la première prescription. La fréquence qui est en augmentation rapide, elle est transférable, que ce soit par plasmide ou par transposon, par conjugaison ou par transformation. La diffusion épidémique dans la population, on a dit que c'est surtout par rapport à notre flore bactérienne. Et enfin l'addition ou l'association de plusieurs résistantes, et là on aura formation de bactéries qui sont multirésistantes. Alors parlons de l'origine génétique maintenant de la bactérie. Alors commençons par la mutation. Alors on sait que la mutation est un phénomène rare. On a vu toutes les caractéristiques de la mutation, qui est rare, spécifique, qui n'est pas un phénomène continu, etc. On a vu ça dans le cours génétique bactérienne, et qui est donc de transmission verticale. C'est-à-dire que si une bactérie va acquérir une résistance à un antibiotique par mutation, elle va transmettre cette résistance à ses bactéries filles, et donc la transmission est verticale. Le plasmide qui peut transmettre plusieurs résistances. On a la classique transmission, résistance croisée, pardon, aux tétracyclines et aux aminosides, donc qui peut être transmise par plasmide, et le plasmide peut être transmis par conjugaison ou par transformation. On a le transposon, donc qui est capable de se déplacer, qui est capable de réplication autonome quand il s'agit de résistance bactérienne aux antibiotiques. L'intégron, qui est un gène mobile qui peut se retrouver vers l'intérieur du transposon. Et enfin, la résistance croisée, les plusieurs antibiotiques d'une même famille, c'est le cas qu'on a donné par exemple entre la pénicilline et les céphalosporines, donc c'est ce qu'on appelle une résistance croisée. Donc l'origine génétique des résistances bactériennes aux antibiotiques est au nombre de 5 également. D'abord la mutation et toutes ces caractéristiques que vous allez retrouver dans le cours génétique bactérienne. Le plasmide qui, attention, peut transmettre plusieurs résistances, classiquement la résistance croisée aux tétracyclines et aux aminosides. Le transposon et l'intégron, donc qui sont des éléments génétiques mobiles et donc capables de se déplacer, que ce soit du génome vers le plasmide ou inversement, et donc capables de se transmettre. Et enfin la résistance croisée à plusieurs antibiotiques d'une même famille, la plupart du temps parce qu'ils partagent en fait la même cible. C'est le cas lorsqu'on a une sécrétion de bêta-lactamase qui va détruire toutes les bêta-lactamines, et donc on aura résistance croisée à toutes les bêta-lactamines. Maintenant, on va voir les mécanismes de la résistance. Alors ça, c'est un QCM qui est assez hyper tombable. On va vous dire quels sont les mécanismes de résistance aux antibiotiques, et on vous dira donc modification de la cible, synthèse d'enzymes, diminution de la perméabilité, efflux actif et mutation. En fait, la mutation n'est pas un mécanisme de résistance, c'est une origine génétique de la résistance. C'est ce qui fait que la plupart du temps, lorsque vous avez un phénomène génétique qui est dans ce genre de QCM qui parle de mécanisme, c'est probablement la réponse fausse qu'il faudra cocher. Et ça arrive très souvent en examen. Donc, mécanisme de résistance, on en a 4. On a 4 mécanismes. Premier mécanisme, c'est la modification de la cible. C'est-à-dire que quand on a l'exemple des bêta-lactamines, leur cible, c'est la transpeptidase. Transpeptidase ou PLP. Donc la transpeptidase ou la PLP. Alors, comment est-ce qu'on peut modifier la cible? On peut modifier la cible par acquisition de gènes. C'est-à-dire que finalement, on peut acquérir des gènes qui vont modifier la structure de la cible. On peut avoir un défaut d'accès à la cible. C'est le cas par exemple de la résistance d'entérocoques aux glycopeptides qui vont essayer de densifier leurs parois
leur paroi de peptidoglycane, donc ils vont densifier la paroi pour éviter en fait que le glycopeptide arrive jusqu'à finalement arrive jusqu'à sa cible et la formation d'une nouvelle cible carrément, et c'est le cas du Staphylococcus aureus résistant à la méticilline qui a fabriqué carrément une nouvelle cible qui est la PLP2A, qui est complètement différente de l'ancienne PLP ou de l'ancienne transpeptidase. Donc la modification de la cible, soit par acquisition de gènes, donc on a des gènes qui vont modifier la structure de la cible, soit le défaut d'accès à la cible, donc par densification de la paroi ou par synthèse de porine, et enfin carrément la synthèse d'une nouvelle cible, et c'est le cas du SARM qui a fabriqué la PLP2A. Donc c'est ça un petit peu les exemples que vous devez apprendre. Deuxième mécanisme, c'est la synthèse d'enzymes, et l'exemple le plus connu, c'est évidemment la synthèse de bêta-lactamase. Alors la bêta-lactamase, comme je vous ai dit, c'est une enzyme qui est fabriquée, qui est sécrétée par les bactéries elles-mêmes et qui va détruire l'antibiotique. Donc il va détruire toutes les bêta-lactamines sauf les céphamycines. Donc cette bêta-lactamase est une enzyme qui est fabriquée par les bactéries. On a maintenant des antibiotiques qui inhibent la bêta-lactamase, mais ce n'est pas toutes les enzymes fabriquées par les bactéries que nous arrivons à inhiber. Diminution de la perméabilité, c'est pareil, on a donné l'exemple tout à l'heure des glycopeptides, donc de la résistance des entérocoques aux glycopeptides par densification de la paroi. Donc ils vont fabriquer ou ils vont sécréter une paroi un petit peu plus dense qui va éviter en fait que l'antibiotique arrive à passer cette paroi et entrer à l'intérieur de la cellule, donc par diminution de la perméabilité. Et enfin les flux actifs. Alors les flux actifs, c'est un phénomène qui est assez récent, enfin relativement récent, qu'on a retrouvé surtout chez les Pseudomonas, donc chez les Pseudomonas aeruginosa. Et en gros, ce qui se passe, c'est que lorsque l'antibiotique entre à l'intérieur de la bactérie, on va donner un exemple. L'exemple le plus classique, c'est la colistine. Donc lorsque la colistine entre à l'intérieur de la bactérie à travers une porine, il va exister un phénomène d'efflux actif ATP dépendant, donc un phénomène d'efflux actif ATP dépendant qui va chasser en fait l'antibiotique hors de la bactérie. Donc finalement, dès que l'antibiotique entre, il va sortir par ce phénomène d'efflux actif, par cette porine ATP dépendante qui chasse l'antibiotique à l'extérieur d'elle. Ce phénomène est très grave parce qu'on n'a pas encore trouvé de moyen de combattre cet efflux actif, et les Pseudomonas aeruginosa qui possèdent un phénomène d'efflux actif par la mutation du gène, je crois qu'il s'appelait OMX normalement. Donc par mutation de ce gène, si un pseudomonas possède un phénomène d'efflux actif, il sera résistant à toutes les antibiotiques sans exception, et on n'aura pas de moyen, on n'aura pas de solution thérapeutique pour les patients qui sont atteints de ce genre d'infection. Il y a même eu un décès, je crois, en 2018 ou en 2015, je sais plus, d'une femme qui avait contracté une infection à Pseudomonas aeruginosa en intra-hospitalier et qui était résistante malheureusement à tous les antibiotiques. Donc, s'il y a des choses à retenir de cette planche, c'est que vous avez 4 mécanismes de résistance. Le premier, c'est la modification de la cible par ces 3 moyens. Le deuxième, c'est la synthèse d'enzymes, retenez les bêta-lactamases. Le troisième, c'est la diminution de la perméabilité, retenez les entérocoques et les glycopeptides. Et enfin, le phénomène d'efflux actif, donc cette pompe qui va chasser l'antibiotique en dehors de la cellule. Et c'est le cas des Pseudomonas aeruginosa qui sont multirésistantes. Alors on a ici un petit schéma qui illustre tout ça. On a d'abord les enzymes qui vont inactiver l'antibiotique, soit à l'intérieur de la cellule, soit à l'extérieur. Vous les voyez ici et ici. On a l'altération, la modification de la cible, que ce soit par synthèse d'une nouvelle cible, ou par diminution à l'accès de la cible, ou par acquisition de gènes, que vous voyez ici. On a la baisse de la perméabilité, c'est l'exemple des entérocoques et des glycopeptides. Et enfin l'efflux actif qui va finalement chasser l'antibiotique en dehors de la cellule, et c'est ça qui est retrouvé chez Pseudomonas aeruginosa. Alors maintenant on va voir les résistances acquises. Alors les résistances par famille. Donc on va commencer par les bêta-lactamines, vu que ce sont les antibiotiques les plus prescrits dans le monde. On va commencer par les résistances naturelles. Alors déjà on va commencer par le plus
par le plus important et le plus évident, les mycoplasmes. Alors les mycoplasmes, on a dit une fois, je pense que je ne l'ai pas dit en vidéo, mais les mycoplasmes, ce sont des bactéries qui ne possèdent pas de paroi. C'est la seule exception qui confirme la règle. Toutes les bactéries possèdent une paroi, sauf les mycoplasmes. Et vu que les mycoplasmes ne possèdent pas de paroi, donc elles ne possèdent pas de transpeptidase, ben elles seront forcément naturellement résistantes aux bêta-lactamines par absence de cible. Donc elles n'ont pas de paroi et donc elles ne sont pas sensibles aux antibiotiques qui attaquent la paroi. On a la résistance à la pénicilline G par les Bacilles gram négatifs. On en avait parlé la dernière fois. Les Bacilles gram négatifs ont des porines trop étroites pour permettre le passage de la pénicilline G. C'est pour ça qu'elles sont naturellement résistantes à la pénicilline G. Et enfin, petite information en plus, qui tombe parfois en examen, l'Listeria monocytogenes est naturellement résistante au C3G, donc aux céphalosporines de troisième génération, et notamment à la céphotaxine. Donc, résistance naturelle aux bêta-lactamines, 1, les mycoplasmes par absence de paroi, 2, les BGN pour les pénicillines G, par des porines qui sont trop étroites, et les Listeria qui sont naturellement résistantes au C3G, donc aux céphalosporines de troisième génération. Deuxième chose, ce sont les résistances maintenant acquises, de novo. Alors on a la résistance acquise par production d'une enzyme qui est la bêta-lactamase. On a 4 familles de bactéries qui peuvent sécréter des bêta-lactamases. On en a donc 4. Première famille de bactéries, c'est Neisseria gonorrhoeae. Donc Neisseria gonorrhoeae. Voilà. Deuxième famille, c'est Escherichia coli. Troisième famille ou genre Haemophilus influenzae, surtout le Haemophilus influenzae B. Et enfin, Staphylococcus aureus, on en a parlé, celui qui résiste à la pénicilline G. Donc, Neisseria gonorrhoeae, E. coli, Haemophilus influenzae, Staph aureus sont les 4 grandes familles de bactéries qui peuvent sécréter des bêta-lactamases. Modification de la cible, on voit ça notamment chez le pneumocoque et le méningocoque qui ont un petit peu réussi à modifier leur transpeptidase par mutation, par acquisition de gènes. La synthèse d'une nouvelle cible carrément, et c'est le cas du Staphylococcus aureus résistant à la méticilline par synthèse d'une nouvelle PLP qui est la PLP2A. Et enfin le mécanisme des flux actifs aux bêta-lactamines, et c'est le cas qu'on retrouve chez Pseudomonas aeruginosa multirésistant en intra-hospitalier. Donc résistance naturelle, on a vu ça, et retenez surtout les mycoplasmes qui ne possèdent pas de paroi. Résistance acquise, sécrétion de bêta-lactamase et les 4 grandes familles, donc Neisseria, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Staph aureus. Modification de la cible par les pneumocoques et les méningocoques. La nouvelle cible, donc la PLP2A du SARM, et les flux actifs pour Pseudomonas. Les glycopeptides, donc résistance naturelle, c'est finalement tous les grammes négatifs sont résistants aux glycopeptides parce que leurs porines sont trop étroites pour laisser passer la grosse molécule de glycopeptides. Et la résistance acquise, donc par diminution de la perméabilité, c'est les entérocoques qui ont réussi à créer une paroi qui est beaucoup plus dense et qui, malgré l'absence de porine, elle aura du mal à faire passer ce glycopeptide, donc elle sera résistante à la vancomycine. Les aminosides, alors les aminosides, on a dit que pour qu'elles puissent passer à travers la paroi, elles ont besoin d'une porine, et d'une porine dont la synthèse est oxygénodépendante. Donc elle a besoin d'oxygène pour être synthétisée. Donc toutes les bactéries qui n'ont pas de chaîne respiratoire seront naturellement résistantes aux aminosides, et donc on parle des anaérobies. Le streptocoque est un cas particulier parce que le streptocoque fait partie des bactéries qui sont dites anaérobies aérotolérantes. Donc anaérobies aérotolérantes, c'est-à-dire que finalement elles sont anaérobies, mais l'oxygène ne leur est pas toxique. Elles peuvent vivre en présence d'oxygène, contrairement aux anaérobies strictes qui, elles, ne peuvent même pas vivre en présence d'oxygène. L'oxygène leur est toxique. Donc les streptocoques qui sont anaérobies aérotolérantes ne possèdent pas de chaîne respiratoire et donc elles sont naturellement résistantes aux aminosides. Donc streptocoque et anaérobie, résistance naturelle. Pour la résistance acquise, on a soit la synthèse d'enzymes qui vont désactiver les aminosides, ou la synthèse d'une nouvelle cible, et on retrouve ça chez les entérocoques ou chez les entérobactéries sécrétrices de bêta-lactamase à spectre élargi. Les macrolides, donc déjà les macrolides ne sont utilisés que pour les infections à gram positif ou les bactéries qui ne possèdent pas de paroi, et la seule résistance qui est connue jusqu'à maintenant, c'est la modification de la cible, donc par modification de la soluté 50S du ribosome.
Les tétracyclines, donc ça se fait par imperméabilité, par mécanisme plasmidique. Les quinolones, par protection de la cible, notamment chez les entérobactéries, ils vont en fait synthétiser une protéine qui va cacher l'ADN et donc qui va empêcher la quinolone d'agir au niveau de l'ADN. Et enfin les sulfamides par synthèse d'enzymes qui vont désactiver le sulfaméthoxazole et on retrouve ça chez la famille Neisseria, que ce soit les gonocoques ou les méningocoques. Donc pour les macrolides, c'est la modification de la unité 50S chez les gram positifs. Pour les cyclines, c'est par imperméabilité, notamment par mécanisme plasmidique. Pour les quinolones, on va protéger l'ADN par les entérobactéries. Et enfin, les sulfamides par synthèse d'enzymes qui va désactiver le sulfaméthoxazole chez les familles Neisseria, que ce soit le gonocoque ou le méningocoque. La résistance des mycobactéries est une résistance qui est spécifique. Donc sachez que les mycobactéries possèdent une paroi qui est caractéristique, qui est riche en phospholipides particuliers qu'on appelle l'acide mycolique. Et cet acide mycolique va entraîner une résistance naturelle à pratiquement tous les antibiotiques courants, sauf les aminosides, les rifamycines, donc la rifampicine, et certains fluoroquinolones comme l'ofloxacine normalement. Donc voilà, ces trois familles sont les seules qui peuvent agir sur les mycobactéries, quel que soit, enfin sur Mycobacterium tuberculosis, j'entends, parce que les autres mycobactéries restent sensibles aux macrolides. Donc cette paroi d'acide mycolique, qui est une paroi cireuse, est responsable de la résistance naturelle aux antibiotiques courants. Maintenant, il existe des résistances acquises notamment aux traitements qui sont antituberculeux majeurs, comme l'isoniazide, comme la rifampicine, comme la streptomycine. Chacun va posséder un taux de mutation qui est propre à lui ou un taux de résistance qui est propre à lui. Je ne pense pas que ce soit à apprendre à l'examen. Ce que vous devez retenir, c'est juste le nom des antibiotiques dont on connaît une résistance. Alors la résistance croisée à l'isoniazide et à la rifampicine est la plus grave parce qu'à ce moment-là, on devra passer un traitement de troisième ligne qui a très peu d'efficacité, qui a beaucoup d'effets secondaires. Donc c'est pour ça qu'on va essayer toujours de donner des traitements antituberculeux en association pour éviter de recruter des mutants résistants, notamment des résistances croisées à l'isoniazide et à la rifampicine. Je ne sais pas si vous en rappelez, dans le cours de la classification des antibiotiques, on a dit que le schéma national de traitement de la tuberculose, disons pulmonaire, c'est 2 RHZ2, 4 RH, donc 4 mois de rifampicine et d'isoniazide pour le traitement d'entretien. Et si on a une résistance croisée à la rifampicine et à l'isoniazide, là c'est un problème. C'est un gros problème de santé publique, surtout que notre pays est endémique de la tuberculose. Donc ce qu'il faut retenir de tout cela, finalement, c'est que notre écosystème est plein de bactéries qui acquièrent des résistances. Certaines résistances sont moins graves que d'autres, comme les résistances au bêta-lactamine qu'on peut gérer. Mais si on arrive maintenant à des résistances qui vont atteindre les antibiotiques de dernière intention, de dernier recours, comme l'imipenem, comme la colistine, comme l'astréonam, donc ce genre, ou comme la piprastiline tazobactam, donc d'antibiotiques qu'on utilise vraiment en dernier recours pour les infections intra-hospitalières. Si on arrive à des résistances qui sont croisées pour ces 4 grandes familles d'antibiotiques, on va arriver à un moment où une simple infection urinaire pourrait tuer des patients et on n'arrivera plus à gérer des infections banales à cause de ces résistances. Donc là, d'où l'importance de la sensibilisation à ne pas prescrire de façon anarchique des antibiotiques. Si on n'a pas besoin de donner de l'augmentin, on donne juste de l'amoxicilline. Si on n'a pas besoin de donner d'antibiotiques tout court, on n'en donne pas. On a vu ça très souvent pour les infections virales respiratoires hautes, que ce soit les rhumes ou les grippes, où on a tendance à donner des antibiotiques alors que ce n'est pas nécessaire. On a vu ça également en intra-hospitalier en post-op, où on va très vite escalader notre prescription, on va passer très rapidement des céphalosporines jusqu'à la ciprofloxacine, ce qui est quand même un peu exagéré. Et de là, on va sélectionner des mutants résistants qui vont peut-être se propager dans l'environnement et créer une catastrophe. Donc vraiment, la sensibilisation, c'est très important et la prescription qui est dirigée, la prescription qui est rationnelle des antibiotiques, c'est ça qui va retarder l'apparition de mutants résistants et donc de nous permettre, j'espère, de pouvoir traiter des infections banales et je vous remercie.